On prend sa pelle et sa pioche et on y va, on creuse sa galerie et en avant on exploite le charbon qui est à disposition un petit peu partout dans le Briançonnais. L'histoire minière du Briançonnais débute vraisemblablement avec l'arrivée des ingénieurs de Vauban au tout début du XVIIIe siècle. Devant le manque de bois pour construire les nouvelles installations militaires, la nouvelle fortification, on dispose de peu de bois, les forêts sont ravagées en Briançonnais et donc les ingénieurs vont apporter cette technologie du four à chaud avec combustible charbon. Et ensuite, la première trace, la première mention qui apparaît, c'est en 1733, les premières archives véritables font mention d'une exploitation à Villars-Saint-Pancrace, où il va y avoir un règlement qui va réglementer toute cette exploitation minière qui débute en Briançonnais. Mais cette première phase d'exploitation du charbon en Briançonnais va entrer en sommeil durant près d'un siècle jusqu'à la Révolution française. Mise en sommeil qui est due en fait à la non-maîtrise locale par les locaux en fait, qui ne maîtrisent pas cette technologie et qui n'en ont pas l'utilité. Et surtout ça pollue, l'armée n'est pas très contente, ça pollue les habits des soldats, ça sent très mauvais, donc parce que ce charbon briançonnais est de très mauvaise qualité. Et en 1786, le commissaire à la guerre nommé à Briançon, qui s'appelle Schlaberg, qui vient de l'Est vraisemblablement, va vouloir exploiter toutes les ressources minérales qu'on peut trouver dans le Briançonnais, la brique, le verre, il va découvrir le charbon, le cuivre, et il va il va tenter de remettre en exploitation les mines du Briançonnais. Malheureusement, il s'évapore dans les affres de la Révolution française, et donc c'est qu'à partir de 1805 que débute véritablement l'exploitation minière briançonnaise pour près de 2 siècles. Donc cette exploitation démarre en particulier à Villars-Saint-Pancrace, avec la première concession de 1805, qui est liée au Code Napoléon. Napoléon a besoin de troupes, a besoin de fondre des canons, il va vouloir utiliser ce charbon-là, et à Villars-Saint-Pancrace, on a du charbon et on va vouloir l'utiliser. On a une première mise en concession dans les années 1840-1850 et cette première phase de mise en concession correspond vraisemblablement au code forestier qui va interdire l'accès des populations aux forêts et donc il va falloir qu'ils trouvent un autre moyen de se chauffer. Et donc là il va y avoir une phase de mise en concession qui correspond surtout à l'optimum démographique. C'est le moment où dans le Briançonnais il y a le plus de population, donc ils ont besoin de se chauffer. Ils se chauffent d'autant plus que c'est un moment où il fait très froid, hein, c'est le petit âge glaciaire du milieu du 19e siècle. Et donc là on a la mise en concession de tout le Briançonnais, donc il y a à peu près une cinquantaine de concessions qui sont faites dans ces années-là, 1840, 1850, 1860 et les dernières en 1880. Ces concessions sont exploitées de façon très artisanale par des paysans mineurs en complément de leurs activités traditionnelles. Mais l'exploitation de ce charbon, pourtant de qualité médiocre, connaîtra plus tard 2 périodes importantes lors du XXe siècle. C'est un charbon de secours, le charbon briançonnais. C'est un charbon qui sert au moment où en France on n'arrive plus à produire pour différentes raisons. Donc pendant la Première Guerre mondiale, c'est quand les Allemands vont prendre les puits du nord de la France et de l'Est. Donc là il va y avoir une forte exploitation dans le Briançonnais et en particulier à Villars-Saint-Pancrace. L'exploitation de la Plaine et de la Tour se développe dans ces moments-là. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi pareil, il y a la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Quand il va falloir reconstruire la France, là il y a une forte exploitation du charbon briançonnais qui s'achèvera pour le dernier moment à Villars. Ça a commencé à Villars et ça se termine à Villars en 1989 quand la dernière mine ferme, la dernière mine paysanne ferme en 1989 alors que les mines industrielles avaient fermé une trentaine d'années auparavant dans les années 60-70. Mais ce charbon, exploité en Briançonnais depuis près de 3 siècles, d'où vient-il? Comment s'est-il formé? Quand? Pour répondre à ces questions, les géologues remontent le temps.
c'est la montagne d'il y a 350 millions d'années. C'était la chaîne dite hercynienne, ou varisque pour certains. On a des végétations assez luxuriantes, dans des replats plus ou moins marécageux, des végétaux qui, à l'époque de la formation de ce charbon briançonnais, étaient des grandes fougères arborescentes de 10, 20, 30, 35 mètres de hauteur et très génératrices de production de débris végétaux qui tombaient là dans le marécage. Pour peu qu'arrive une crue fantastique avec tous ces graviers, ça va vous faire mettre par terre toute cette forêt, l'ennoyer, la recouvrir avec des gravats, des détritus de la montagne bien sûr, et les mettre à l'abri de l'air. Et à l'abri de l'air, il va y avoir une transformation de cette végétation, de ces végétaux, de cette matière organique en charbon. Dans notre région, on a produit une quantité énorme de charbon, énorme. C'est le plus grand bassin carbonifère d'Europe. Mais la formation des Alpes, lors de la collision entre les plaques européennes et africaines, a brisé, plissé, éparpillé tout ce charbon, le rendant particulièrement difficile à exploiter. Alors la quantité de charbon extraite d'une galerie c'était quelques tonnes. Quand on voit que même la mine de la Tour, jusqu'à ses plus belles années, dans les années 1915, au maximum elle sortait 700 tonnes de charbon par an. L'ensemble des mines de charbon de tout le Briançonnais, la quantité de charbon extraite en une année représentait une journée d'exploitation à Saint-Étienne par exemple. Les mines paysannes existaient donc à Villars-Saint-Pancrace avant l'industrialisation de certaines exploitations et ont perduré après la fermeture de celles-ci en conservant un mode de fonctionnement très original. Vous avez la mine paysanne classique, c'est-à-dire voilà, on prend une pelle, une brouette, une pioche, on va avec son père, son oncle, ça, voilà, que des hommes organisés souvent en famille qui vont creuser avec des autorisations au début, sans autorisation, enfin c'est un petit peu compliqué tout ça, la mise en concession est un petit peu particulière. On va creuser, on sort son charbon pour l'hiver, pour se chauffer, c'est un charbon d'abord qui sert à se chauffer, et en deuxièmement qui sert à faire de la chaux pour les maisons, pour la construction, pour l'élevage, on met ça dans les écuries. Donc c'est vraiment un charbon qui est lié à la paysannerie, c'est pas un charbon qui va être lié à l'industrie. Au tout début, ça c'est un petit peu flou dans les archives, mais c'est ça le plus intéressant, c'est qu'à Villars-Saint-Pancrace, les gens vont vouloir garder cette ressource pour eux. Ils vont garder, il y a l'eau pour les canaux, il y a les forêts, c'est des biens communaux, des biens communs, pardon. Il y a ce qu'on appelle les pâturages qui sont loués, qui correspondent à cette mentalité qu'on va appeler le communalisme, pas confondre avec le communisme. Le communalisme, c'est de gérer les biens communs de manière commune, justement, de manière dans le cadre de la commune. Et à Villars, ça va se passer comme ça, c'est qu'en fait, ils vont changer la réglementation à leur compte. C'est-à-dire que la concession minière napoléonienne, c'est de vouloir exploiter de manière industrielle. Mais à Villars-Saint-Pancrace, ils vont se débrouiller, parce qu'ils sont assez malins, pour essayer de phagocyter tout ça et d'éviter que les industriels rentrent dans le Briançonnais, et rentrent à Villars-Saint-Pancrace en particulier. Donc en fait, ils vont se transmettre les mines de père en fils selon les mécanismes de l'indivision, en fait, par héritage. Donc au bout d'un moment, si il y a quelqu'un qui veut vendre à un industriel, il peut le faire, mais le problème c'est que l'industriel n'aura jamais toutes les parts possibles pour exploiter ces mines-là. Donc en fait, à Saint-Jean-Saint-Jacques, qui sont les deux grandes exploitations et les deux grandes concessions de Villars, il n'y aura jamais d'industriel parce qu'ils vont toujours se débrouiller pour les évincer en fait. Il ne faut jamais le perdre de vue, c'est que c'est une conscience et un monde paysan qui exploite quelque chose qui paraît industriel à tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas le cas, c'est quelque chose de très paysan. Paysan non pas dans le sens que agriculture, dans le sens de la mentalité, de la manière dont on se représente au monde. Et en fait, la paysannerie, là, c'est tout simple. On a des techniques très rudimentaires. Au début, c'est simple, ils y vont, ils creusent un trou. Pendant l'hiver, donc ça gèle, etc. Ça tient, on fait 10 mètres, 20 mètres, on exploite son charbon, et puis malheureusement, pendant l'été on laisse tomber, on oublie le boisage, ça s'écroule, etc. Et puis au fur et à mesure, ça va devenir une véritable exploitation. Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, il va y avoir un intérêt financier, un intérêt économique à exploiter les mines paysannes. Donc on va s'en servir pour son propre charbon, mais on va s'en servir aussi pour le vendre à la commune, aux gens de la commune et à l'extérieur. Une fois qu'on a vendu à tous les gens de la commune, c'est d'abord la commune qui est privilégiée. Et techniquement, donc là, on va commencer à construire des galeries plutôt à plat, on va commencer à avoir des wagonnets en bois, avec des rails en bois, puis après ça va se développer, on va vouloir aller plus profondément, on va vouloir ventiler, on va vouloir mettre les premiers chariots.
Et suite à ça, suite à ce type d'exploitation-là, ça va vraiment se développer quand justement le charbon briançonnais devient charbon de secours à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Là, on va investir. Donc à Villars, il y a une particularité. Par exemple, la mine de la Cabane est une mine à travers-banc. C'est une des seules. Un travers-banc, ça suppose l'idée qu'on puisse faire un investissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer sous terre et tout de suite avoir du charbon. C'est que d'abord, il va falloir investir pendant plusieurs mètres, donc pendant plusieurs mois, avant d'avoir du charbon qu'on va pouvoir revendre. Donc la Cabane, c'est cet exemple typique d'un investissement paysan qu'ils sont capables de faire. Donc pendant près de 2 ans, ils vont creuser un travers-banc pour avoir du charbon. Là, on est quand même dans des techniques très évoluées, minières, enfin très évoluées pour des mines paysannes en tout cas. On peut dire que ça ressemble à l'industrie, mais mentalement, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas industriel. Ça reste toujours paysan, mais poussé jusqu'à un certain point. Après 2 heures de montée en forêt, on arrive à la cabane et devant l'entrée de l'ancienne mine. Dans les mines paysannes, la méthode de transport jusqu'au village, c'était souvent des ramasses, donc des sortes de traîneaux. Ici à Villars, elles étaient souvent remontées par des chiens quand elles étaient à vide et descendues par les mineurs l'hiver sur la neige. Ça peut être aussi, après un ramassage en saison estivale, soit avec des mulets, soit après, plus tard, de manière collective, il y a eu un camion qui venait de l'usine à Boulay de la Tour et qui faisait le tour de toutes les galeries et qui récupérait le charbon. Et il y a des systèmes aussi un petit peu au-dessus, sur une galerie au-dessus, il y a un système de transport par câble. Alors il y en a dans les mines industrielles, mais on en a aussi ici à Villars, il y en a sur une exploitation paysanne, avec 2 bennes, c'est un système de va-et-vient, et la benne pleine qui redescendait, remontait la benne vide. Nous sommes dans la mine de la Cabane à Villars-Saint-Pancrace, donc une exploitation paysanne, comme beaucoup dans la région briançonnaise, qui a été donc aménagée et sécurisée dans le cadre du géoparc, et donc qui est visitable sur la partie du travers-banc. Une mine paysanne, c'est-à-dire qu'elle est exploitée par des particuliers. Donc ici, ils étaient 3 associés à exploiter cette galerie, mais regroupés au sein d'une concession, donc avec quand même une gestion un peu collective de la ressource. Donc le premier point d'arrêt, ce sont des anciens travaux. Donc ce sont des travaux qu'on estime peut-être du 19e. Donc les mineurs qui ont repris l'exploitation dans les années 40 sont partis sur d'anciens travaux. Donc il y a ici une grosse chambre d'exploitation, donc perpendiculairement au travers-banc. On est sur une veine de charbon perpendiculaire où il y a une énorme chambre d'exploitation de ce côté et qui se termine de l'autre côté par une toute petite veine de charbon de quelques centimètres. Cette sécurisation a été réalisée dans les années 90 avec des premiers fonds européens qui ont permis en fait de commencer à l'exploitation touristique des mines, aussi bien à l'Argentière par exemple qu'ici à Villars-Saint-Pancrace. Donc ici vous voyez qu'on est dans un endroit creusé très bas, donc on est toujours dans le travers-banc, donc l'approche du charbon. Et les mineurs ne creusaient que ce qui était utile de creuser, donc le passage du wagonnet. Et encore ici, ils utilisaient un wagonnet métallique qui était large, plus large que les autres wagonnets dans les mines paysannes de Villars, qui était refait en bois et qui était très étroit en haut, de manière à creuser vraiment le minimum.
Là, on arrive dans un secteur où on est toujours dans le traverband, mais il y a quelques fissures. Donc, il y a quelques témoins qui ont été mis. Et là-bas, il y a une butte métallique qui vient d'être mise, mais on voit aussi qu'en haut, il y a un petit boisage qui ne servait pas du tout à retenir les pans de mur. En fait, ça sert uniquement de sécurité. Le matin, quand les mineurs arrivaient, alors, traditionnellement, c'était le plus ancien, le plus expérimenté des mineurs qui rentrait et qui faisait une première inspection de la galerie. Donc déjà, ils rentraient avec la lampe de sécurité et pas la lampe à carbure, donc pour vérifier qu'il n'y avait pas de grisou. Et ils avaient mis quelques témoins. Donc ce témoin en bois était là pour vérifier que la galerie n'avait pas bougé depuis la veille. Donc soit que si le bois était tombé ou si le bois était détérioré, c'est qu'il y avait des risques d'éboulement. Au niveau de la sécurité actuelle, on est rentré avec un détecteur de gaz pour être sûr qu'il n'y a pas de grisou à l'heure actuelle et qu'on a suffisamment d'oxygène. Et des témoins ont été posés sur toutes les fissures du traverband, que la galerie ne bouge pas et qu'il n'y a pas de risque d'éboulement. Donc on arrive à la fin là, du traverband. Donc les mineurs ont mis 3 ans pour creuser ce traverband. Et en arrivant ici, ils ont su qu'ils étaient tombés sur du charbon. Donc là, on tombe sur une première petite veine de charbon, avec du charbon en poudre, de la molle, mais qui est un premier pas et on arrive derrière dans une grosse veine de charbon. Il y avait un petit peu de chance, il y avait des traits extérieurs. Donc ici, souvent c'est des traînées, des fumées qui étaient à l'extérieur noir. Ici, on a vu qu'il y avait les anciens travaux qui ont donné une première piste. Et il pouvait y avoir aussi des galeries au-dessus, au-dessous, qui permettent de donner une inclinaison de veine, par exemple. Mais ils allaient au hasard et il arrivait qu'ils creusent 1, 2, 3 ans et pour finalement abandonner et ne rien trouver. Les 3 associés qui ont creusé cette galerie, ils ont ouvert d'autres galeries, dont une où ils n'ont jamais trouvé de charbon. Les mouvements alpins ont façonné les veines de charbon en fait, en les disloquant complètement, en les réduisant par endroits. On voit ici à des petites veines de 10 cm et en les coupant. Donc on n'a pas de continuité dans les veines de charbon et pas d'homogénéité dans l'épaisseur, par exemple. Voilà, donc là on arrive dans l'exploitation proprement dite de charbon. Donc on est ici sur un puits. Donc, sous nos pieds, il y a une deuxième galerie qui se prolonge sur plusieurs centaines de mètres. Donc, les 2 galeries sont parallèles. On est donc sur une veine verticale, à peu près perpendiculaire au traverband qu'on vient de traverser. Et les 2 galeries étaient creusées de manière concomitante, en laissant des puits d'aération entre les deux. Et c'est une galerie de retour d'air. Et l'air circule de manière à faire une aération naturelle entre les 2 galeries. Cette galerie est un peu atypique. On voit ici qu'il y a un treuil. Le treuil servait à remonter les wagonnets de la galerie inférieure. Donc cette partie n'est pas visitable. On est dans un secteur qui est à risque, qui est trop dangereux pour être visité parce qu'il y en est vraiment dans des secteurs, dans la veine de charbon avec un risque d'effondrement qui n'est pas négligeable. Vous voyez qu'il y a quand même de l'eau, et là on est en période de sécheresse, mais il y a quand même de l'eau au fond de la galerie. Les mineurs paysans travaillaient d'ailleurs beaucoup l'hiver, c'est une des raisons, en plus du travail dans les champs qui les occupait l'été, mais c'est que les mines, l'hiver, l'eau étant gelée, il y a beaucoup moins d'eau dans les galeries. Il n'y a pas de pompe qui évacue l'eau à l'extérieur, c'est simplement la pente. Ils essaient de creuser les galeries en pente de manière à évacuer l'eau à l'extérieur de la galerie.
Alors au niveau sécurité, il y avait quand même un ingénieur des mines qui passait régulièrement vérifier l'état d'avancement des travaux, faire des relevés, faire des plans, vérifier que les boisages étaient faits en règle, donc il y avait des boisages qui assuraient la sécurité. Mais c'est vrai que les mineurs essayaient souvent de s'affranchir des règles de sécurité, utiliser les lampes à carbure, donc avec une flamme nue, ce qui était interdit, au lieu des lampes de sécurité à essence avec une vitre, mais qui éclairait très très peu leur lieu de travail. Ils avaient besoin d'y voir beaucoup plus. Le risque encouru avec notamment la flamme, c'était des explosions. Donc il y a eu des coups de grisou dans toutes les galeries, y compris dans celle-ci, et des risques d'éboulement. Et à plus long terme, effectivement, la silicose, tous les anciens mineurs étaient effectivement atteints de silicose. Même à l'heure actuelle, il reste quelques mineurs qui ont travaillé dans la galerie qui sont souvent sous oxygène. Ici, en fait, cette galerie, c'est une galerie d'exploration. Donc les associés, quand ils ont arrêté d'exploiter cette galerie au début des années 60, ils avaient quand même l'intention de revenir et de continuer à exploiter. Parce qu'ils ont découvert un peu plus loin une deuxième veine de charbon, alors sûrement moins importante que celle qui venait d'être exploitée ici, mais qu'ils ont commencé à explorer et qu'ils avaient l'intention de reprendre, même s'ils n'ont finalement jamais fait. Ils avaient tous des métiers, d'autres métiers. Ils ont quand même continué à payer la concession pendant des années pour finalement se rendre compte que ce ne serait pas forcément rentable. Mon grand-père, en tout cas, a eu cette idée pendant de nombreuses années de revenir exploiter ce qu'ils avaient laissé en chantier. D'ailleurs, quand on est arrivé ici, à la fin des années 80, il y avait encore leurs outils qui étaient sur place et qui les attendaient. Aujourd'hui, toutes les mines paysannes ont été abandonnées et la nature reprend ses droits, masquant chaque année un peu plus les traces de ce patrimoine discret. Et contrairement à ce qui a pu se passer dans les grands bassins miniers du pays, la fermeture des mines briançonnaises s'est faite tout en douceur. La mine, il faut la vivre comme quelque chose de revenu complémentaire. C'est la pluriactivité paysanne. Donc en fait, quand ça s'arrête, le pluriactif paysan de Villars, il va vivre du tourisme, il va vivre des stations qui commencent à naître dans les années 60, il va vivre du climatisme, il va vivre du fonctionnaire, il va vivre de la SNCF, et il va continuer cette pluriactivité qui est toujours basée sur la possession de la terre. En Briançonnais, on a une possession de terre qui est très très faible, de très petite surface, mais qui reste la base de la mentalité briançonnaise en fait. Donc on a cette petite terre et puis on complète avec de la proto-industrie, on complète avec de la mine, on complète avec des emplois de fonctionnaires, on complète et en fait on a, si jamais un jour l'agriculture va un peu moins bien, hop, on peut compléter ses revenus par d'autres activités. La mine c'est typiquement ça en fait, on va compléter ses revenus avec des revenus miniers. Quand les beaux jours reviennent, on s'en va, on retourne à l'agriculture. Et donc en fait ça a été très compliqué à comprendre pour les caisses de retraite qui ne comprenaient pas pourquoi en fait ils demandaient des salaires d'ouvriers, des retraites d'ouvriers en fait, parce qu'ils sont assez malins quand même. Le paysan est quand même pas si bête. Quand on dit paysanne, ça ne veut pas dire rudimentaire et sommaire, ça veut dire simplement une forme de simplicité. Ils ont demandé des retraites et ils ont eu des retraites liées à ça, mais on leur disait simplement vous n'êtes pas des ouvriers, parce que ça ne rentrait pas dans les cases mentales des caisses de retraite et de l'administration française en fait, ce fonctionnement en termes de mine paysanne.